Madame, Monsieur, bonsoir. La rentrée scolaire est effective depuis septembre dernier. Les comités de gestion des écoles COGES au centre de l'attention pour deux raisons essentielles. C'est un organe de participation des enseignants, des parents d'élèves, des partenaires et des acteurs de la vie de l'école indispensable. Et la deuxième raison essentielle, le gouvernement a annulé les cotisations COGES auprès des parents et a décaissé la somme de 18 milliards de francs CFA pour la rentrée 2022-2023. À quoi sert ce montant au quotidien ? Quel est le contenu des réformes qui ont permis d'aboutir à cette prise en charge de l'État ? Quel est le constat effectué par les parents d'élèves sur le terrain de l'école ? Quel est le contrôle et la gestion des fonds COGES ? Quelle est l'effectivité et l'application des mesures et des décisions ? En cas de contrevenant, quelles sont les sanctions appliquées ? Alors, nous avons réuni sur ce plateau les principaux acteurs en mesure de répondre à nos différentes préoccupations. Docteur David Kwadjo-Kwame, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Merci beaucoup. Vous êtes directeur COGES. Oui, je suis le directeur de l'animation, de la promotion et de suivi des comités de gestion des établissements scolaires publics. Merci d'être là ce soir. Merci beaucoup. Monsieur Antoine Assalé Timoko, bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes journaliste et député maire de Tia-Salé. C'est ça. Merci d'être là. Monsieur Aka Claude, bonsoir à vous. Bonsoir, madame. Vous êtes président de l'association d'organisation de parents d'élèves. Tout à fait. Et monsieur Goli Lazare, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes inspecteur général de l'éducation nationale. Oui, merci. L'éducation nationale a, comme tous les autres ministères, une inspection générale. Celle-ci existe depuis 1972 et au terme du dernier décret qui organise notre ministère, elle a essentiellement pour mission de suivre, d'évaluer, de contrôler et surtout d'être le conseil de Madame le ministre de l'Éducation nationale à qui elle rend directement compte. Très bien. Alors, docteur Kwadjo, vous avez, ce que l'on peut résumer ainsi, vous avez la responsabilité de l'harmonie de l'élève dans son environnement d'études, donc à l'école. Et puis, vous également, directeur COGES, c'est vous qui gérez les 18 milliards. Est-ce qu'on résume comme ça? Merci beaucoup. Je suis le directeur, comme je l'ai indiqué, qui assure la coordination des activités de 12 200 bureaux COGES sur l'ensemble du territoire national. À cet effet, comme vous l'avez indiqué en introduction, il a pris au chef de l'État, dans le cadre de la politique sociale du gouvernement, d'apporter, j'allais dire, un soulagement aux parents d'élèves en décidant d'octroyer des fonds qui sont supportés par les parents d'élèves lors des cotisations exceptionnelles menées jusqu'en 2020. Oui. Donc, plusieurs acteurs interviennent dans la gestion de ces fonds. C'est donc le ministère de l'Éducation nationale qui reçoit du ministère du Budget et c'est exécuté par le ministère de l'Économie et des Finances pour paiement. D'accord. Donc, j'assure la coordination de ces activités. Ce n'est pas moi qui gère les 18 milliards. D'accord. Tout cela, c'est parfait. On est là ce soir pour vraiment comprendre. Oui. Alors, monsieur Antoine Assalé Timoko, alors vous êtes journaliste, c'est vrai, mais vous êtes parmi les initiateurs, donc vous êtes à la base de ces différentes réformes. Vous devez en être très fier. Je ne sais pas si on peut le dire ainsi. En tous les cas, je suis élu local. Et vous savez que la loi de 2003 qui organise les transferts de compétences aux collectivités dispose que les élus que nous sommes, notamment à l'article 15 pour ce qui concerne les mairies, les élus que nous sommes avons la gestion des écoles en charge. Nous avons aussi la construction des écoles en charge. Et donc, le décret qui organise les COGES fait des maires que nous sommes les présidents des assemblées générales des COGES. Et par conséquent, nous avons une implication directe dans le fonctionnement de l'école. Et donc, ayant été élu en 2018, en 2019, j'ai fait une enquête. D'abord, en tant que journaliste, j'avais travaillé beaucoup sur les COGES. Et puis, en tant qu'élu, j'ai vu que j'avais maintenant un pouvoir exécutif qui pouvait me permettre d'agir sur les COGES. Étant le président, c'est l'Assemblée générale. Et donc, c'est comme ça que
j'ai décidé de faire en sorte de jouer mon rôle tel que la loi l'a indiqué. Donc, gérer les écoles, construire les écoles, et donc, m'occuper aussi des COGES. Et c'est comme ça qu'on a décidé de faire en sorte que les parents d'élèves ne supportent plus les cotisations, parce qu'à chaque rentrée scolaire, ça posait des problèmes dans les écoles, et la collectivité a décidé de retirer cette cotisation de la poche des parents d'élèves et de la mettre au budget de la collectivité. C'est ça que nous avons fait, et par arrêté que j'ai pris le 16 septembre 2020, j'ai décidé que sur mon territoire, le territoire de ma commune, plus aucune cotisation ni frais annexes ne seraient levés dans ma commune. Voilà comment c'est parti. Voilà comment c'est parti. Très bien, nous avons les acteurs qu'il nous fallait pour en parler ce soir. Ouais. Et vous, Monsieur Kadio, alors Monsieur Claude Kadio, vous êtes président de l'association donc de parents d'élèves depuis des décennies. Depuis donc c'est un combat que vous menez quotidiennement et que vous ressentez. Tout à fait. Je voudrais d'abord préciser au niveau des 18 milliards. Ça se fait sur 2 ans. 2020-2021, il y a eu 18 milliards qui étaient prévus. Il y a eu 4 milliards 7 qui ont été effectivement décaissés l'année dernière. Et donc, ça a causé beaucoup de problèmes dans le fonctionnement du système. Et donc, cette année, il y a réellement 16 milliards 731 millions 935 329 qui ont été décaissés selon le ministre dans son discours d'ouverture de l'année scolaire. D'accord. Et donc, cet argent est donc disponible. Donc, les écoles peuvent en bénéficier et en jouir. Donc, nous sommes vraiment heureux de participer à ce débat pour dire ce que nous savons et dire quelles sont les mesures que nous avons pour accompagner. Très bien. Alors, ce débat s'annonce très intéressant. Nous avons un élément de reportage. Quelle est la perception que les élèves ont donc de ces annulations de frais COGES? Quelle est la perception des parents également et quelles sont leurs différentes appréhensions puis leurs différents souhaits? C'est un reportage signé Seydou Ouattara et puis Ibrahim Touré. Le COGES, entendé Comité de gestion des établissements scolaires, est une institution du ministère de l'Éducation nationale en Côte d'Ivoire. Il existe depuis janvier 1995. C'est un partenaire dont le rôle n'est plus à démontrer. Le COGES, intégré dans l'écosystème éducatif ivoirien, est à tort ou à raison décrié par une frange de la population, notamment les parents d'élèves. Et pourtant, les propositions idoines sont souvent les bienvenues pour une meilleure gestion de l'école ivoirienne. Déjà, comme les municipalités sont effectivement impliquées aujourd'hui dans la gestion, c'est de dire au conseil municipal de chaque ville de tenir une réunion au préalable avant la rentrée avec les parents d'élèves et les différents responsables de l'enseignement dans ces zones-là pour mettre des stratégies efficaces qui nous permettront de mieux gérer ces fonds. Quand les décisions ne sont pas prises avec le sommet, avec la hiérarchie, sur le terrain, il y a souvent des oppositions. Et donc, moi, je pense que toutes les décisions doivent être prises en concertation avec les différentes hiérarchies, y compris le ministère de l'Éducation nationale. Ceux qui ne s'alignent pas, je leur dirais que vraiment qu'ils s'alignent, qu'ils respectent vraiment la décision du gouvernement. C'est une façon pour aider vraiment les parents quand ils acceptent de supprimer les frais annexes. Quand les frais annexes sont très élevés, vraiment ça fatigue un peu les parents d'élèves. Comme cela s'est fait dans les EPN, il y a chaque année un projet de budget qui est fait par les services financiers des dites structures. Par la suite, ces projets de budget sont défendus en conférence budgétaire. Si toutes ces mesures ou propositions sont prises en compte, des choses pourraient s'améliorer pour le bien-être de l'école ivoirienne. Voilà, messieurs, de retour en studio, j'aimerais que l'on puisse revenir sur les prérogatives de COGES. Il y a plus de 12 000 bureaux et déjà, quels sont les objectifs au quotidien des bureaux COGES? Alors, permettez, Mariam, que je porte quelques précisions sur ce que M. le Président des parents d'élèves a dit. En 2020, il n'y a pas de budget alloué au COGES. Sur les 18 milliards qui sont annoncés, c'est pour l'année civile 2022. Madame le ministre, à sa prise de fonction à la rentrée dernière, a adressé une lettre d'avance à son collègue ministre du budget. Et c'est à l'issue donc de cette lettre d'avance
pour pallier au déficit, aux dépenses du premier trimestre de 2021, il y a eu donc la lettre d'avance de 4,7 milliards. Ce n'est pas imputable aux 18 milliards. Donc les 4,7 milliards ont été donc payés. Nous sommes en train d'exécuter le budget 2022. Sur le budget 2022, 16 milliards ont été débloqués pour permettre de faire face aux dépenses de l'année, depuis janvier jusqu'à la fin de l'année 2022, oui, et continuer la rentrée scolaire. Donc les 16 milliards, il reste 2 milliards qui vont être donc virés pour compléter les 18 milliards. Donc voilà la précision que je voulais faire. Alors, ce qu'on aimerait savoir, c'est 2020, il n'y avait rien à dire. Il n'y avait rien. Est-ce qu'à ce moment-là, déjà, les parents ne cotisaient plus? Non. Il y avait déjà un vide. On a supprimé, la décision de suppression du chef de l'État est apparue en décembre 2020. Oui. Et donc, à l'issue de cela, il a été demandé au COJES de n'opérer aucune dépense, aucune cotisation et de sursoir à tout ce qui est donc collecte de fonds et des dépenses même qui sont engagées. Comme il a dit, ça crée pas mal de difficultés. Et c'est face à ces difficultés qu'il a été demandé de faire la cartographie des dépenses des COJES sur le terrain. Et c'était sur la base des effectifs des élèves de 2019-2020 que nous avons calculé et obtenu les 18 milliards. Voilà la réalité. Donc, à partir de là, eh bien, la rentrée scolaire 2021-2022 ayant démarré, il y avait un vide pour faire face aux dépenses de la rentrée. C'est à l'issue donc de cela que Madame a adressé un courrier à ses collègues de l'économie, des finances et du budget au fin de mettre à disposition pour faire face aux dépenses du premier trimestre de 2021, qui n'est pas... Vous savez, le budget de l'État est voté pour l'année civile, oui, l'année civile 2022. Donc les 18 milliards n'ont pas été imputés de 4,7 milliards. Donc c'est une dépense qui a été exécutée pour le premier trimestre de 2021. Maintenant, nous sommes en train, comme j'ai dit, tantôt Madame l'a annoncé, pour faire face donc aux dépenses de l'année scolaire. Comme souvent chez nous, quand on parle d'année scolaire, c'est le premier trimestre et le dernier trimestre. C'est donc pour faire face aux dépenses donc, de 2022, les 18 milliards ont été totalement engagés par le ministère de l'économie, des finances et du budget, et une partie a été donc décaissée pour permettre aux COJES de faire face à leurs dépenses de janvier à septembre. Et puis donc les fonds qui sont partis, et que je pense que c'est de l'occasion, des fonds qui ont été mis à disposition des COJES doivent être, j'allais dire, divisés par 4 et pour permettre de faire les dépenses jusqu'en décembre 2022. Voilà. Très bien. Alors, je vais vous donner la parole, mais juste avant... Donc, si je comprends bien... Allez-y. Parce que nous, on a appris, quand on a arrêté, que les parents ne cotisent plus, quand on a dit qu'il n'y avait plus de cotisation exceptionnelle, il a été annoncé que 18 milliards ont été mis à disposition. Non, c'est pas de ça. Ce que vous avez appris... Oui. C'est que la décision de supprimer les cotisations COJES a été prise le 14 décembre 2020, quand le chef de l'État faisait son discours d'après les élections. Et il a dit que la mesure précédente est faite à partir de janvier 2021. Mais à janvier 2021, le budget 2021 de l'État de Côte d'Ivoire est voté depuis décembre, avant décembre. Donc ça ne peut pas prendre en compte. C'est après que l'étude a été faite de faire la cartographie des besoins des COJES, et c'est pratiquement en juin 2021 que tout ça a été mis en place. Et donc, les 18 milliards qui ont été annoncés ne pouvaient pas être décaissés en 2021, puisque l'année était déjà passée. Donc, ça ne prenait effet que par rapport à l'année 2022. Et donc, c'est maintenant que cet argent est disponible, et quand il est décaissé par rapport aux 16 milliards, ils prennent en compte l'année janvier 2022 à septembre 2022, plus le dernier trimestre au fin 2022. Voilà un peu comment cet argent a été... Il y a les 16 milliards annoncés maintenant. Non, ce ne sont pas 16 milliards. Sur les 18 milliards, 16 milliards ont été décaissés pour faire face aux dépenses de l'année écoulée et les dépenses de la rentrée scolaire. Justement, parce que quand j'ai interrogé mes sections à l'intérieur, il y en a qui m'ont dit, l'argent qu'on a reçu l'année dernière, nous n'avons pas reçu, mais maintenant, ça commence à venir.
Donc c'est maintenant que je comprends. C'est maintenant que vous comprenez. Donc, Sinon, D'accord. le Alors- ministre a bien annoncé 16 milliards pour l'année en cours. L'année en cours. Alors, déjà, pouvez-nous résumer les prérogatives des COGES? Oui, Qu'est-ce que vous faites au quotidien? un bureau COGES dans un établissement a pour mission de faire en sorte qu'il y ait meilleur fonctionnement de l'école où le COGES siège. À ce titre, il y a des attributions. Les réparations sommaires, vous savez, quand les enfants passent une année scolaire, eh bien, les tables bancs à la fin de l'année sont branlantes. Donc, le COGES a pour mission de faire en sorte de réparer, de faire des petites réparations. Les COGES ont pour mission de suivre aussi la scolarité des enfants, des jeunes filles. C'est-à-dire, suivre comment? Oui, c'est-à-dire que vous avez votre enfant dans l'école, vous devrez donc suivre son assiduité, sa présence à l'école, et informer les parents. Ensuite, le COGES participe à faire face aux dépenses, par exemple, où un enseignant est absent pour des raisons de congé de maternité ou bien congé de maladie, de faire en sorte que le déficit soit comblé. Si vous voyez, donc, souvent, vous voyez que l'essentiel, ce qui était comme un rôle temporaire, est devenu des problèmes du fait de déficit en enseignants dans les établissements. Donc, les COGES ont pour également mission de faire en sorte que la santé des élèves, justement, participe, fasse en sorte que les élèves soient en bonne santé en participant aux activités socio-éducatives, et ainsi de suite. D'accord. Alors, il y a des idées qui me viennent à l'esprit. Quand on parle, par exemple, de latrines défaillantes, Oui. COGES peut gérer ça. Les COGES gèrent ça. Quand on parle d'espace, les herbes ont trop poussé dans l'établissement, la clôture est L'environnement, tombée, l'entretien de l'environnement. tout ça, c'est COGES. Il y a un certain nombre d'attributions au nombre de 16. Oui. Voilà, c'est ça. Au nombre Ça de 16 que D'accord. les COGES font, ça paraît trop, mais on leur demande, selon leurs possibilités, de prioriser des dépenses qu'ils doivent faire à travers un plan d'action. Quand le bureau est élu, il est élu pour un mandat de 2 ans. D'accord. Il est Donc, élu pour un monsieur- mandat de 2 ans. D'accord. Monsieur Goli, dites-nous, par rapport à toutes ces prérogatives, vous, essentiellement dans votre mission, il y a le contrôle également. Est-ce que vous faites partie des organes qui peuvent contrôler ou conseiller COGES? Oui, ainsi que je l'ai déclaré tout à l'heure, contrôler, conseiller, évaluer, ce sont les missions vraiment traditionnelles de l'Inspection générale de l'éducation nationale. Parce qu'il faut comprendre, c'est que nous agissons ensemble pour faire avancer l'école, parfois sous des chapeaux différents, mais au fond, dans le même objectif. Quand on parle de contrôle, il s'agit de quoi? Il s'agit d'abord de vérifier s'il y a des normes, s'il y a des standards, s'il y a des dispositifs qui permettent de faire marcher la machine qui a été mise en marche. Ici, précisément, il est question de voir est-ce que les différents acteurs respectent les textes qui ont été pris. Il y a, disons, 3 textes fondamentaux. Il y a d'abord le texte sur la loi de l'éducation de 1995 qui précise le régime de la gratuité. Oui. Parce que quand on sort souvent le terme de gratuité, il y en a qui pensent que tout est absolument gratuit. Oui, non, ça, à on va y l'école. revenir. Voilà. Tout à fait, Or, ce tout n'est à pas fait. le cas. Oui. Donc, deuxièmement, les termes du décret de 2012 qui ont été revus en 2020, qui précisent dans quelles conditions les assemblées et les bureaux des COGES doivent fonctionner, et puis les arrêtés interministériels qui disent aussi comment se fait, par exemple, le retrait, l'utilisation des ressources, et comment l'Assemblée générale même porte un regard critique là-dessus. Donc, tous ces dispositifs-là même font que, en fait, à l'inspection générale, on n'a pas besoin d'être au quotidien, puisque l'application même, si on a affaire à des gens qui sont bien informés, si on a affaire à des gens qui veulent agir pour l'efficacité du système, il ne devait pas y avoir trop de problèmes. Mais nous sommes là, vigilants, si jamais il y a des manquements. D'accord. Alors, sur la question, je dois dire que c'est l'inspection générale qui préside le conseil de discipline et de mérite. C'est extrêmement important de le dire ici. Parmi les attributions qui touchent les COGES, en plus du contrôle au quotidien que nous faisons ensemble avec l'inspection générale, mais quand il y a des difficultés, il y a des problèmes, eh bien, il y a un conseil de discipline qui est convoqué, présidé
par l'inspecteur général, coordonnateur général de l'inspection générale. Et en cela, ce n'est pas une innovation. Vous remarquerez que au niveau de l'inspection générale, si vous prenez la DECO, il y a une commission qui préside les travaux. La DECO, vous allez si vous préciser. prenez la direction des examens et concours, si vous prenez la direction de l'encadrement des établissements privés, c'est la même chose. C'est l'un des outils qui donne les clés à l'inspection générale de l'éducation nationale d'exercer son rôle. Monsieur Aka-Claude, ce que j'aimerais vous poser comme question, en tant que parent, quelle est votre perception lorsque l'on dit que les frais COJES ont été supprimés, mais il y a confusion par rapport aux frais annexes? Alors, quelle est la compréhension que vous avez avant que l'on demande exactement ce qui a été transcrit dans les modifications? Les frais COJES, on parle de frais annexes dans les écoles privées. Les écoles privées n'ont pas de frais annexes. Et dans les écoles privées, il y a ce qu'on appelle le droit d'écolage, les frais d'écolage, combien coûte l'école, il y a le droit d'inscription, et il y a d'autres frais qu'on appelle frais annexes, qu'on ajoute, ce qui entraîne suffisamment de dépenses pour les parents. Ça, c'est au niveau du privé. Au niveau du public, dans les textes des COJES, il était dit qu'on ne doit pas avoir de cotisation systématique. Les cotisations se font lorsqu'il y a un événement qui arrive. Par exemple, une maison, l'école est décoiffée, on évalue et on distribue au prorata des membres, chacun, des parents de l'école. Chacun paye. Mais c'est devenu récurrent, ces frais annexes que les parents payaient et qui étaient énormes. C'est ce qui a fait qu'on s'est battu et que je loue d'ailleurs le courage du député Assalé, Tchomoko, qui a dit que chez moi, plus de cotisations annexes. Il a été le premier à donner le ton. La FESI s'en est mêlée. Et nous, c'était notre quotidien, notre dada. Jusqu'à ce que ça arrive à l'autorité pour qu'on supprime. Donc désormais, au niveau des écoles publiques, on ne peut plus entendre parler de frais annexes. Ah, je crois que si, pourtant. De frais annexes. Je n'entends plus parler de frais COJES, mais on entend parler de frais annexes. Oui, vous allez nous apporter la nuance qu'il faut avoir, c'est que tout à l'heure, le directeur parlait des attributions des COJES. Quand on prend le décret de 2012 qui fixe les attributions des COJES, c'est le même décret qui a été révisé en 2020. Mais on parle de 16 attributions. Ce qu'on a constaté, dans le fond, les COJES ont été créés pour aider l'école à mieux fonctionner, pour aider les parents à scolariser leurs enfants, notamment les filles. C'était ça l'objectif principal. Mais vous savez que là où il n'y a pas de gendarmes, une certaine race d'honnêtes gens est capable de tout. Et donc, à force de fonctionner sans contrôle, les COJES ont abandonné les attributions et n'ont retenu que le côté cotisation. De sorte que les cotisations sont devenues l'activité principale des COJES à travers le pays. Et donc, des gens même avaient fabriqué tous les systèmes de vie sur les COJES. C'est ça. Voilà. Et donc, ça fait que les parents d'élèves ont commencé à se plaindre. Et à chaque rentrée scolaire, on a vu comment ça crée le désordre dans les écoles. Parce que les cotisations, chaque année, on a bien dit, il faut noter la notion exceptionnelle. C'est un mot qui est important dans le décret. Elles doivent être exceptionnelles, mais elles sont devenues pratiquement la pratique systématique. Et donc, on est sorti du contexte de COJES. Et donc, il fallait faire en sorte que tout ça s'arrête. Et c'est ce que nous avons fait à Tiasalé. En disant, on supprime les cotisations, les parents d'élèves ne paient plus les 3 000 francs pour les écoles primaires, 5 000 francs au secondaire, ça concerne les conseils régionaux, donc ça ne nous concerne pas. Nous, on agit au niveau des primaires. Et donc, à côté de ces 3 000 francs, il y a d'autres frais qu'on appelle les frais annexes, qui peuvent être des frais de photos, des frais de t-shirts et tout ça. Ça faisait que, finalement, il y a un vrai renchérissement des coûts de cotisation. Parfois, on peut se retrouver qu'à 10 000 francs dans une école primaire pour un enfant. Et tout ça avait créé un désordre. Donc, dans le décret pris par le chef de l'État, il a clairement dit que ce qui est supprimé en réalité, ce sont les cotisations. Voilà. Les frais annexes, pour la plupart, une partie demeure, et c'est précisé par arrêté. C'est très clair. Et donc, les parents doivent continuer à les payer. C'est là, justement. Ce qui change, c'est que ces frais annexes-là ne doivent plus faire l'objet de commerce dans l'enceinte de l'établissement. Donc, si on a bien compris, les frais de cotisation sont totalement pris en charge par l'État. Voilà. À hauteur de... Ce qu'il faut préciser, c'est qu'un effort extraordinaire a été fait par l'État.
Parce que normalement, quand vous faites une sorte de ratio dans les écoles, les parents d'élèves n'arrivent même pas à cotiser les 3 000 francs, ni les 5 000 francs dans certains établissements. Parfois, on était à peine 40%, voire à 50% de recouvrement quand il n'y avait pas la suppression de l'État. De sorte qu'il y avait des histoires extraordinaires de certaines écoles où même les inspecteurs obligeaient les directeurs d'école à aller prendre des prêts dans les banques pour venir compenser la différence qu'ils n'ont pas pu encaisser auprès des parents d'élèves. Et donc, le chef de l'État a supprimé ces cotisations-là en disant quoi? En disant que désormais, on fait l'état des lieux dans les écoles. Si une école a 5 000 enfants, par exemple au secondaire, on multiplie le nombre d'enfants par 5 000 francs. Ça donne le montant des cotisations que les parents devaient supporter qui désormais sont pris par le compte du budget de l'État. Voilà un peu ce qui a changé. Donc cette association-là, c'est ce qui donne les 18 milliards. Mais voilà, c'est ça. D'accord. C'est uniquement les cotisations. J'aimerais revenir sur un point, la nuance entre les frais COJES qui ont été supprimés et les frais annexes. Parce que vous, à Tiasalé, qui est aujourd'hui un exemple, vous avez ni l'un ni l'autre. Oui, à Tiasalé, on allait plus loin que... Vous êtes allé plus loin, mais déjà, Tiasalé, malheureusement, n'est pas encore généralisé comme... Le décret est bien clair. Oui. L'État dit les cotisations supprimées pour les parents d'élèves sont prises en compte par le budget de l'État et le budget des collectivités. C'est bien écrit dans le décret. Et donc, d'une certaine manière, quand l'État fait une partie, les collectivités devaient trouver la possibilité de faire une autre partie. D'accord, on va y revenir. Par rapport aux perspectives et puis aux objectifs à moyen terme. Par contre, j'aimerais qu'on revienne sur les frais annexes. Oui, alors les frais annexes... Le vocable de frais annexes dans le public est apparu, n'était pas encadré. À la vérité, ce ne sont pas les levées de cotisation qui avaient posé de réels problèmes. C'est les frais annexes qui venaient s'ajouter, en plus des cotisations exceptionnelles, aux charges des parents. C'est les t-shirts, les photos, les registres, et ainsi de suite, que l'administration scolaire met à la rentrée concomitamment aux levées de cotisation. Sinon, les levées de cotisation étaient aussi encadrées. C'est le maire ou le président du conseil régional ou le gouverneur de district qui préside les assemblées des COJES pour dire qu'on a telle urgence dans tel établissement, voilà nos besoins, c'est pourquoi les parents doivent lever les cotisations. Mais en dehors de ça, de ces cotisations qui sont autorisées par l'autorité, il y a d'autres frais qui apparaissaient, qu'on a appelés les frais annexes, comme il a dit aussi bien dans le privé que dans le public. Et ce sont ces charges supplémentaires qui ont été également encadrées. Madame le ministre a pris un arrêté 092 qui dit ce qu'il faut faire désormais à l'école, notamment les frais d'inscription, les droits d'inscription, qui sont fixés, qui sont connus. Pour le secondaire, il n'y a pas de droit d'inscription dans le primaire. Et le secondaire, c'est les 3 000 francs dans le privé et 5 000 francs, 6 000 francs dans le public. Alors, on revient là-dessus. Ça n'a rien à voir avec les cotisations COJES. Non. Ça on n'en parle plus, rien c'est à terminé. voir avec ça. L'État a donné. Maintenant, on parle de frais annexes. Voilà. Donc, parce qu'on aurait cru comprendre que les inscriptions étaient gratuites. Mais ça veut dire aussi que les inscriptions ne sont pas gratuites à tous les niveaux d'études. Non. Et on va mener le débat là-dessus, comme vous l'avez dit. Ensuite, l'arrêté dit, voilà des fournitures obligatoires sans lesquelles l'enfant ne peut pas être inscrit totalement. Après son inscription en ligne, il faut qu'il produise le carnet de correspondance, les photos d'identité, les enveloppes timbrées, ainsi de suite. Mais ces charges-là, les parents doivent aller chez le fournisseur de leur choix. Voilà. Mais pas à l'école. Et c'est là qu'on a encore quelques difficultés dans certains établissements de se substituer aux fournisseurs, soit par le chef d'établissement, par les COJES, vouloir donc aider les parents, selon les différents termes, mais qu'ils sachent que c'est interdit. Que ces fournitures, on demande au chef d'établissement de montrer la spécification. Ça veut dire quoi? S'il y a une photo d'identité à demander, la spécification, c'est de dire photo couleur fond blanc. Voilà la spécification. Et ça doit être écrit. S'il doit prendre des enveloppes timbrées, alors les enveloppes timbrées, c'est payé à la poste. D'indiquer ça. C'est le parent qui s'en va chez son fournisseur où il peut avoir l'article pour son enfant et il prend et il vient donner. Il n'est plus question de livrer, de fournir ces choses-là à l'école. Voilà comment les choses ont été balisées. Et c'est clair sur la ligne. Désormais,
Les frais annexes sont encadrés au sein du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Les inscriptions. Si vous permettez. Oui, vous allez intervenir tout de suite. Les inscriptions. Oui. Le parent doit payer l'inscription de son enfant. En ligne. En ligne. En ligne. Donc pas dans un établissement. Pas dans un établissement. D'accord, en ligne. Il y a 2 éléments importants pour identifier les élèves dans les établissements. Les macarons, c'est 500 francs. Et puis les activités socio-éducatives, c'est 500 francs. Carnet de correspondance. Non. Frais annexes. Le carnet de correspondance, c'est frais annexes. Mais les éléments que je viens d'indiquer sont payés auprès de l'économe de l'établissement. Macarons et les activités socio-éducatives. D'accord. Voilà, il s'est payé auprès de l'école. En dehors de ça, le parent paye son droit d'inscription en ligne et il prend ses fournitures auprès de fournisseurs de son choix sur le marché et vient donner à l'école. Donc quand on parle de carnet de correspondance, quand on parle de photos, quand on parle de t-shirt, il y a 10 000 couleurs, on peut dire le t-shirt est orange. Mais il y a 10 000 oranges aussi. Donc il n'est plus question qu'il y ait l'effigie de l'établissement, puis qu'on dise que ça c'est à disposition pour le sport. Je pense même que j'ai échangé avec monsieur le... La moitié de l'école, c'est pour l'État. Vous donnez à un commerçant qui va vous revendre avec la moitié de l'établissement. Mais ça s'est fait jusqu'à il y a quelques années. Mais c'est interdit maintenant. D'accord. C'est interdit maintenant. Et je crois que c'est cette norme que monsieur l'inspecteur général... Justement, il voulait intervenir, allez-y. Oui, j'avais souhaité revenir sur deux termes. Il y a la question des cotisations, mais je pense que ce qui revient, ce qui est récurrent, c'est les cotisations exceptionnelles. Voilà. Et il faut expliquer. Exceptionnelles par rapport à quoi? Vous savez que l'inscription est une cotisation normale. L'achat des fournitures est un rôle que tout parent doit jouer. Mais en dehors de ça, il y a un certain nombre d'éléments qui font l'objet, en fait, de requêtes de fonds et qui vont prendre ce vocable-là. Ben, c'est contre ça que nous luttons. C'est ce que nous arrêtons. Maintenant, la deuxième précision que je veux faire, M. Assalé avait fait allusion, je crois, à des inspecteurs qui obligeraient des directeurs d'école à mener certaines actions. Il faut dire qu'un inspecteur, qu'il soit du primaire ou du secondaire, dans ses missions, ne peut se retrouver en tout état de cause dans une telle situation et que là, il faut mettre cela éventuellement, si ça a eu lieu, sous des agissements d'individus qui, visiblement, attendent à la loi et dans ces circonstances-là, ils sont soumis donc à la rigueur de la loi. Très bien, vous voulez intervenir, juste une précision sur les frais annexes qui concernent par exemple les t-shirts. Vous savez que cela avait fait l'objet d'un vrai commerce dans les écoles. Parfois, c'était l'objet de différends entre les proviseurs et même les professeurs d'EPS. Parce que chacun prenait son imprimeur, partait imprimer, il ajoutait son coût de bénéfice et il venait vendre dans l'enceinte de l'école. Et cette manne a créé un vrai désordre au sein de l'école. Maintenant, avec l'encadrement, les parents d'élèves ont la spécification de t-shirt, ils vont dans le commerce, ils achètent leur... Il n'est plus question que des professeurs s'organisent pour aller faire des t-shirts dans les imprimeries pour venir vendre dans l'enceinte de l'école. Voilà. On revient à la rigueur, à la loi, on est d'accord. Voilà. Mais objectivement, au quotidien, quand on dit orange, ma perception de orange n'est pas la vôtre ni la vôtre. Oui. Alors, comment est-ce qu'on fait pour qu'il y ait une certaine cohésion? Je voudrais, nous tous, nous avons fait l'école. Moi, j'ai fréquenté l'établissement. De la 6e à la terminale, tous les élèves avaient t-shirt blanc, short rouge. Et c'est à l'EPS, justement, que le professeur de l'EPS dit, vous venez avec bandeau vert. Ah, d'accord. Donc, on revient à cette méthode. Donc il y a des alternatives. Donc, je pense qu'il y a un conseil des maîtres. Il y a un conseil des enseignants d'unité pédagogique. Et à cette occasion, puisque au sein des COGES, les enseignants ils sont représentés, les élèves ils sont représentés, et ainsi de suite. Et donc, il appartient au conseil des maîtres de dire, c'est ça qu'on appelle l'explication. Cette année, dans notre établissement, on va avoir besoin de t-shirts couleur verte, plus bandeau
Et il appartient aux parents de prendre et de venir donner à l'école. C'est de ça qu'il est question. D'accord. On sent une certaine volonté. Mais à ce stade de l'émission, vous allez... Oui, non, en fait, ce que je voulais dire par rapport à ce que l'inspecteur a dit, je voulais le rassurer et je lui promets que ce que j'ai dit est factuel. C'est des choses qu'on peut documenter. Bon, aujourd'hui, avec la réforme, c'est des choses qui ont commencé à finir. Je peux vous dire, je vous garantir qu'il y a des directeurs d'école qui sont venus à mon cabinet pour souffler, pour venir presque danser parce qu'ils étaient en train de s'endetter sous la pression d'inspecteurs qui leur réclamaient de l'argent qu'ils n'ont pas pu collecter dans les poches des parents d'élèves. Cette histoire avait créé... Moi, j'avais utilisé un thème très fort. Il y a plusieurs années. J'avais utilisé le thème des mafias. Parce que dans cette histoire de COJES, une vraie mafia s'était installée et des gens avaient créé tout leur business, toute leur vie autour des cotisations. Et de sorte que les parents d'élèves étaient stressés par ces gens-là et des directeurs d'école étaient effectivement relevés de leurs fonctions parce qu'ils n'ont pas réussi à remonter des fonds. Ça, je peux vous le garantir, on peut le prouver. Alors, pour aller plus loin que ça, quand on parle de frais d'année, c'est là que je parlais des collectivités, dans le décret que le chef d'État a pris, il est bien indiqué que les fonds que les parents ne payent plus sont désormais rattachés au budget de l'État et au budget des collectivités. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les collectivités n'ont pas encore percuté, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas encore joué leur rôle. Nous qui sommes à Tessalé, parce que moi j'ai évalué mes choses, donc je suis allé plus loin que ce que l'État même fait. À Tessalé, par exemple, nous n'avons pas entendu le budget de l'État. À chaque rentrée scolaire, nous avons au niveau du budget de la commune un fonds qui est disponible pour que la rentrée soit immédiate. Donc tout ce qui est matériel didactique, pour que l'école fonctionne, nous l'achetons, nous le mettons à disposition de l'école. Mais les frais annexes dont on parle, c'est les photos, parfois les visites médicales, parfois les frais d'examen pour les enfants de son CM2, parfois les frais de composition, parce que dans les écoles, les parents cotisaient 200, 300 pour payer des ramettes pour pouvoir faire les photocopies. Parfois aussi, c'est des frais de sport que les parents payaient 1000 francs par exemple, dans des villages où parfois il n'y a même pas de terrain, où les enfants n'ont jamais pratiqué le sport, mais ils payaient les 1000 francs. Donc tout ça, on a mis fin à toutes ces cotisations-là. Donc à Tessalé, par exemple, tout ce qui est frais de visite médicale, tout ce qui est frais de photos, frais de composition, frais d'examen des enfants de CM2, y compris même les frais de connexion Internet des inspections, la mairie paye tout. La mairie paye tout. Oui. À ce stade, j'aimerais vous interrompre et vous poser une question essentielle à vous, 4 messieurs, ce soir. Voilà. Je pensais que l'école était gratuite en Côte d'Ivoire. Parce que là, on parle d'argent. Mais ça n'a rien à voir avec la gratuité. La notion de gratuité, ce n'est pas lié à ça. Voilà. L'État joue son rôle en tant qu'entité centrale pour encadrer, pour orienter les choses. Mais vous devez payer un livre pour vous apprendre à l'école, ce n'est pas gratuit. Non, la perception du parent, quand on dit que l'école est gratuite, le parent s'attend à présenter son enfant à l'école et qu'il soit pris en charge par l'État. Ça, c'était une perception. Quel est votre sentiment en tant qu'association de parents? Il ne peut jamais avoir de gratuité à l'école, ce n'est pas possible. D'accord. Selon tout votre parcours... Quel que soit le pays, il ne peut pas avoir de gratuité. D'accord, donc c'est une idée préconçue à déconstruire. L'État fait des efforts pour aider les parents. Mais les parents contribuent aux charges de l'école. Ça, c'est obligatoire. Dans le plan stratégique éducation-formation, 37% des charges proviennent des parents. Même les inscriptions en ligne dont on parle tant et qui alimentent des caisses et dont l'utilisation parfois aussi peut être décriée, sont payées par les parents. En fait, ce sont les parents qui financent l'école. Donc, il ne peut pas avoir de gratuité. D'accord. Alors, c'est clair, oui. Sur la question, je pense que c'est pourquoi j'avais rappelé en début de propos la loi sur l'enseignement de 1995. Parce que cette loi-là dit exactement qu'est-ce qui est gratuit. Alors, ce qui est gratuit, c'est les cours que les élèves vont prendre. Ils ne payent pas pour ça. C'est les bâtiments que l'État a construits. C'est l'entretien récurrent, d'ailleurs, de ces bâtiments-là. C'est parfois aussi les frais de santé pour les établissements qui en ont. Tout ça, c'est gratuit. Mais les fournitures scolaires, vous savez, il faut savoir que l'État fait de très gros efforts parce qu'un citoyen responsable ne peut pas imaginer qu'il va aller mettre son enfant à l'école et lui, il va se croiser les bras en train de se promener ailleurs pendant qu'on ne sait même pas ce qu'il advient de cet enfant. Non, je pense que ce plateau nous donne aussi l'occasion de sensibiliser, d'appeler l'attention des parents à la notion de responsabilité et de citoyenneté qui apparaît d'ailleurs dans le thème de l'année
pour la 2e année consécutive. Oui, tout à fait. Je vais chuter mon propos en revenant un peu sur ce qu'avait dit tout à l'heure M. Assalé. J'avoue que la commission de discipline est saisie par tous les manquements. Et c'est le DAPS-COGES, monsieur le DAPS-COGES, qui prépare ces opérations de saisine. Si des faits sont documentés, le mot documenté, justement, c'est important. C'est ce que nous attendons. Nous attendons que des éléments soient documentés, mis à notre disposition. Vous les mettez à la disposition de monsieur le DAPS-COGES, vous les mettez à la disposition de l'inspection générale et nous ferons notre travail. Sans problème. Mais il ne faut pas laisser de tels individus prospérer parce qu'ils vont contre la volonté du gouvernement. Tout à fait. Voilà. Alors, moi, je voudrais vraiment sur la question de gratuité, et monsieur l'inspecteur général a commencé à citer la loi de 1995 qui stipule qu'il y a 3 choses sur lesquelles l'agriculture n'est pas autorisée. Il y a les fournitures scolaires. C'est ça. Donc, un parent qui a son enfant à l'école, la notion de fourniture, elle est manuelle. Oui. Elle est manuelle, ce n'est pas gratuit. Le parent doit s'en procurer pour son enfant. Les prestations sociales, si votre enfant est dans un établissement qui a une cantine, c'est vous qui payez pour qu'il puisse manger à midi. Autrement dit, s'il était resté à la maison, vous l'aurez nourri. Et il y a les tenues de l'enfant. Voilà les 3 choses sur lesquelles la gratuité ne pèse pas du tout. Mais l'État, dans l'accompagnement des populations, pose des actes. Notamment dans le primaire, il y a des kits qui sont distribués aux enfants. Et ne peut être vendu. C'est écrit dessus gratuit, c'est le slogan. Si vous prenez les manuels qui sont distribués cette année, ne peut être vendu. C'est gratuit. On a écrit l'école est gratuite. C'est le manuel que l'État distribue qui a fait donc le slogan pour dire l'école est gratuite et on a galvaudé jusqu'à ce que tu sois gratuit. Mais l'école est gratuite, mais l'éducation a un coût. Qui supporte le coût de l'éducation? C'est le parent. C'est le parent. Que ce soit clair Et la communauté. Et c'est pourquoi je pense qu'avec le président parent de qui l'a dit, que vraiment, celui qui pense que son enfant à l'école doit tout avoir, mais quand il est parti à l'école, que son kaki est devenu sale, vous payez le savon pour laver. Et je pense que ce sont des actions qui entrent dans le processus de scolarisation d'un enfant dans un État. Monsieur, Donc, oui. L'école n'est pas gratuite. L'école n'est pas gratuite. Mais Totalement. du coup, vous nous intéressez 2 fois plus. Par rapport à l'exemple que vous donnez avec Tiasalé, vous allez avec la prise en charge jusqu'à quel stade? Nous prenons... J'allais dire que la notion de gratuité, nous l'avons instaurée à Tiasalé. C'est ce que j'en aimerais comprendre, parce que l'école n'est pas gratuite. Oui, et vous êtes en train de nous montrer un exemple. Que l'élu, en tant que gestionnaire de l'école, peut faire pour ses populations. Si j'estime que mon budget, ou bien les réformes que je fais au point de vue de mon budget peuvent me permettre de supporter les charges et que les parents ne les paient plus. Par exemple, quand on prend les photos que les élèves de CM2, par exemple, payent, je passe les examens, les parents payaient 1000 francs pour pouvoir avoir les 6 photos. Mais dans les 1000 francs en question, ce qui revient au photographe, puisqu'il y avait une convention entre des directeurs, tout ça, ce qui revient au photographe, c'est 500 francs. Et la différence est répartie de façon très scientifique à une chaîne incroyable de personnes qui sont assises et qui attendent. Quand on prend les 1000 francs pour le sport, dans les 1000 francs, il y a à peine 300 francs qui arrivent à la Ligue des sports, celle qui est chargée d'organiser les activités sportives dans les écoles. Mais il y a 700 francs qui sont répartis à un groupe d'individus qui sont dans la chaîne. De manière très stratégique, comme vous avez dit. Voilà, donc ça, j'ai enquêté dessus, j'ai découvert tout ça. Et donc, quand je prends les photos, mais je n'ai pas à faire supporter ça aux parents d'élèves, puisque le photographe en question, lui, il fait les photos, il envoie sa facture à la mairie, donc il prend seulement que les 500 francs, donc ça ne coûte pas grand-chose. Quand on prend tout le territoire de la commune, ça a à peine 2000 à 3000 enfants qui passent l'entrée en 6e. Multiplié par 500 francs, on est à peine à 1,5 million. C'est parce qu'une collectivité ne peut pas payer, même quand il y a les grandes collectivités, mais le budget aussi est quand même conforme aussi à la taille de la commune. Donc, en faisant des aménagements, on peut régler ça. Et donc, nous, on a pensé qu'en tant que collectivité, on doit accompagner l'État.
Puisque le décret dit l'État et les collectivités doivent accompagner l'école. Donc nous jouons pleinement notre rôle. Juste avant de vous donner la parole, je voudrais vous poser la question. Juste avant de vous donner la parole, poser la question de savoir pourquoi vous êtes seul à le faire. Ben, ça, c'est une question importante. Je pense Et c'est là que je veux en venir. Je vais répondre. Allez-y. Moi, j'estime qu'il y a une nouvelle façon de diriger maintenant nos collectivités. Il faut que les élus que nous sommes comprenions que si la loi nous a attribué des compétences, c'est pour qu'elles soient exercées. Quand on dit que vous êtes maire, que vous devez gérer l'école, vous devez construire les bâtiments des écoles, vous devez créer la politique qui va avec ça pour pouvoir réaliser cela. Et donc, quand on dit que vous êtes le président de l'Assemblée générale des COGES, ça veut dire qu'en réalité, c'est le maire qui décide des cotisations que les parents payent. Puisque quand le maire prend les besoins des écoles, il peut dire, bon, ça, la mairie supporte. Et par conséquent, je ne veux pas que les parents payent. Mais c'est parce que les élus n'ont pas percuté, n'ont pas joué leur rôle, que l'école a été, les COGES ont été livrés à eux-mêmes, les parents d'élèves ont été livrés à eux-mêmes. Non, chacun a fait son petit business sur le dos des populations. Mais si on encadre tout ça, vous allez voir que tout va bien fonctionner et chacun va jouer son rôle. Donc le maire que je suis, bien les élus que nous sommes, nous devons comprendre que c'est vrai, il y a des difficultés budgétaires, mais on peut faire des aménagements pour accompagner un peu les parents d'élèves. Monsieur Aka, nous, on vous le voulez fait, les intervenir autres juste peuvent le après. faire. Monsieur Aka. Voilà. Au niveau du fonctionnement, le maire, il est le seul en Côte d'Ivoire à le faire. Et pourquoi? Ils sont où? Ce sont les maires qui sont les responsables des COGES sur l'étendue du territoire national. Ils sont où? Que font-ils de leur budget? Pour que les parents s'appauvrissent, les regardent s'appauvrir. Ce n'est pas juste. Au niveau des écoles secondaires, ce sont les conseillers régionaux. Il y a combien de conseils régionaux qu'on a vus et qui aident Mais il faudrait qu'on règle tout cela. Il faudrait qu'on les sensibilise et qu'ils jouent pleinement leur rôle. Quand on est maire, eh bien, on doit pouvoir aider les pauvres. Parce qu'il y a des parents qui viennent, non, chez nous n'avons rien, mais on les aide avec nos maigres pensions. Alors qu'eux, ils ont des budgets. Il faudrait que ces budgets soient mis à la disposition de l'école ivoirienne. Je voulais vous poser une petite question. Est-ce que vous dévoilez dans votre budget l'enveloppe qui est prévue pour l'éducation aux acteurs de l'école? Oui, c'est clair. Tous les parents d'élèves ont accès. En fait, le budget est conçu de façon participative. Donc, c'est des réunions qu'on fait dans tous les villages, c'est des assemblées. Après, il y a une plénière qui vient valider tout ça. Donc, les parents savent à chaque étape qu'est-ce qui est mis dans la cagnotte pour les parents d'élèves. À ça, tout le monde sait que la mairie met minimum 20 millions par an pour supporter toutes les petites dépenses des écoles. Donc chacun le sait. Et quand on vient sur le budget à Abidjan, c'est bien écrit dans le budget. Et comme ils ont copié du budget, donc ils savent, donc c'est pas caché. Donc ils savent que chaque année, c'est mis en place. D'accord. Docteur, vous vouliez intervenir? Je pense que à la suite de Monsieur le maire, je dois dire que les fêtières, dont Monsieur le maire est le point focal de rubrique aussi, mais il y a le président du conseil régional du handball, M. Khalil, qui est également le point focal de la RDCI. Qu'est-ce que c'est la RDCI? L'association des régions. Oui, des régions. Oui. Voilà. Donc, ils font partie de la plateforme des COGES. C'est pour vous parmi les innovations dont on a parlé. Et ces entités participent au débat et à ce qu'on a comme texte. Oui. Depuis 2020, il n'y a jamais eu de rencontre où ces fêtières ne sont pas représentées au cours des ateliers, des séminaires. Le dernier, c'est à Jacquesville, où nous sommes en train d'élaborer le manuel de procédure pour aider à un meilleur fonctionnement des COGES. Le maire y était, a présenté son modèle, et monsieur le président du conseil régional de handball est venu également. Mais il nous a invités récemment, comme pour le dire, vous savez, c'est une construction de longue haleine. Les COGES, c'est depuis 1995, et il y a eu des évolutions au sein, au niveau donc des textes, qu'au niveau du fonctionnement des COGES. Hier, c'était les préfets qui étaient les présidents des COGES, présidents. Aujourd'hui, on a transféré cela aux collectivités parce que ce sont des cadres et des fils qui sont proches des populations pour leur parler. Si les maires et les conseils régionaux avaient réellement joué leur rôle, on ne serait pas arrivé à cette affaire de ce que l'État seul doit supporter les dépenses. Mais quand l'État a pris la décision, en disant le manque à gagner
de la suppression des COJES, des cotisations des COJES, est supporté par les collectivités et par... Nous avons fait une simulation parce que je vous ai dit que le budget de 18 milliards, c'est sur l'année scolaire 2019-2020. En 2020-2021, on nous a demandé de faire la cartographie des besoins, ça faisait 30 milliards. Et donc, on a proposé donc à l'État, l'État ayant déjà dégagé 18 milliards, l'écart devrait être supporté par les collectivités. Nous sommes en train d'aller encore plus loin pour voir l'effectivité des 12 milliards pour que nous demandions aux collectivités de supporter cela. Mais les collectivités nous ont prévenus. Ils nous ont dit qu'ils n'ont pas de budget alloué, ils ont des prestations de services. Et je crois à l'atelier de Bassam, monsieur le maire et son collègue de la RDCI nous ont dit comment ils doivent s'y prendre. Et donc, madame, vous nous conviez à cette rencontre. C'est l'appel, tout à l'heure, monsieur l'inspecteur parle de sensibilisation, mais nous continuons de faire, mais on ne le fait pas en dehors de ces collectivités. Et ils sont partie prenante chaque jour que nous avons une rencontre au sein de la task force pour voir le rôle et les actions à mener par les collectivités pour un meilleur fonctionnement des COJES. Monsieur le maire, est-ce que c'est votre prochain cheval de bataille? Parce que l'énergie et la volonté que vous avez déployée pour être à la base des textes qui aujourd'hui expliquent les mutations qui concernent la suppression des frais COJES, votre prochain cheval de bataille, ça va être ça? On en parle, au niveau de la fêtière, on en parle, mais il y a beaucoup de pesanteurs. Il y a beaucoup de pesanteurs qui font que beaucoup de collègues ont du mal à percuter. Je pense que l'État a tous les dispositifs nécessaires pour pouvoir amener les collectivités à jouer leur rôle. Je pense qu'il faut qu'à ce niveau aussi, on se dise les vérités. Parce que si la loi dit que les maires gèrent l'école et gèrent la construction des écoles, et par conséquent sont les présidents de l'Assemblée générale de COJES, il faut bien que cela ait un sens, que cela ait un contenu. Voilà. Sinon, parce que, je suis désolé de le dire, mais beaucoup d'élus ne s'en préoccupent pas. Donc il faut que vous mettiez en place un dispositif qui permette que, même pour aller soutenir ton budget, si tu n'as pas une ligne de crédit qui est consacrée au COJES, on ne va pas pouvoir l'approuver. Parce que si on ne fait pas ça, l'école va continuer, malgré les efforts que l'État fait, l'école va continuer à dysfonctionner et par conséquent, les réformes n'atteindront pas leur objectif. Ce qu'il faut dire, c'est qu'effectivement, il y a des choses qu'on doit dénoncer, qu'on doit pouvoir décrire aussi. Parce que aussi, quand on dit que les maires ont eu le transfert de compétences par rapport aux écoles, beaucoup de collègues disent, écoutez, l'État nous a transféré les problèmes, mais a gardé à Abidjan les solutions. Oui, c'est ça que les collègues disent. Parce que quand on dit que c'est les maires qui construisent les écoles, mais il faut bien que le budget, la part du budget du ministère de l'Éducation, parce que c'est une compétence qui est transférée, qui concerne la construction des écoles, il faut bien que ça soit transféré aux collectivités pour qu'elles prennent ça pour construire les écoles. Mais cet argent-là, c'est aussi une préoccupation, le directeur est là, ils sont là. Il faut que les maires en parlent. Il faut que les fonds arrivent aux collectivités pour qu'effectivement ça serve à construire les écoles. Et donc les collègues disent, c'est vrai, on dit c'est nous qui gérons, mais on n'a pas les fonds pour gérer. Comment on fait? Donc c'est au cas par cas que ceux qui sont plus volontaires, ceux qui ont une vraie volonté politique, disent bon, on n'a pas les fonds, c'est vrai, mais on ne va pas tendre les bras croisés. Il faut qu'on fasse peu d'imagination, qu'on voit dans nos budgets comment on peut faire des réformes, des dépenses qui ne sont pas forcément utiles pour la population, comment on peut les supprimer pour les affecter là où elles sont plus importantes. Parce que quand un parent va à l'école, qui met son enfant à l'école, et qu'on lui dit, bon, ici, vous ne payez pas 1 euro, et vous voyez que c'est un soulagement que de venir, qu'on le stresse pour plein de dépenses, finalement, l'enfant, il reste à la maison, et donc, l'objectif n'est pas atteint. Donc, c'est une question de volonté politique, et les élus doivent jouer leur rôle. Volonté politique, les élus doivent jouer leur rôle. La question qui va suivre juste après l'élément que je vous propose, ça va être de savoir les 18 milliards, comment c'est réparti, et puis est-ce que les 12 000 COJES ont accès, et est-ce qu'elles utilisent ce budget actuellement pour gérer l'année en cours. Juste avant, nous avons un élément de reportage qui est signé Seydou Batara et Ibrahim Touré. Le coordonnateur général de l'inspection du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, MENA, a annoncé des mesures pour assurer la fluidité et l'efficacité des enseignants. Au nombre de ces mesures figure la réforme des comités de gestion d'école, COJES. Au titre de la réforme des COJES, le coordonnateur général a évoqué la suppression des levées de cotisations exceptionnelles auprès des parents d'élèves et la fixation du régime des droits liés à la scolarisation des élèves.
le constat après la décision du gouvernement. Je pense que l'État a bien fait d'annuler les frais annexes parce que ça rendait les inscriptions très difficiles pour nos parents. L'État a annulé au lycée municipal à Bobo. Mais au privé, il y a problème. Le privé, les frais sont désordonnés. Puisque tu peux aller dans un collège privé, on peut avoir 40 000, 50 000 pour que tu puisses entrer à l'école. Voilà. Or, au public, franchement, les choses sont vraiment amoindries. L'État a beaucoup fait pour les enfants qui sont au public. Or, les enfants ont les mêmes droits, que ce soit au public ou au privé. Et ce qu'il faut préciser, un enfant qui est affecté au lycée a les mêmes droits qu'un enfant affecté dans un privé. Ils ont les mêmes points. Mais par erreur ou par le choix des parents, l'enfant se trouve dans un collège semi-privé. Les mesures de l'État ne le concernent pas. Ça ne concerne que ceux du public. Il faut que l'État ait un regard sur le privé. Dénonçant le non-respect de cette réforme par des acteurs qui doivent la mettre en application, le gouvernement a informé que des contrôles se feront pour débusquer et mettre au pas les contrevenants, non sans indiquer que 7 chefs des structures coupables de violation des textes qui régissent les COJES ont été relevés de leurs fonctions. Alors, j'ai entendu contrôle, répression, je pense à vous, mais ça, ce sera pour tout à l'heure. Pour l'heure, dites-nous, est-ce que les 12 000 COJES sont rentrés en possession de leur budget pour pouvoir gérer l'année et comment vous faites la répartition? Très bien. La répartition, il y a des critères. Vous savez, c'est un budget de l'État. Il faut soutenir cela devant le ministère du Budget. Et donc, nous avons présenté les différents critères qui obéissent donc à la répartition, notamment la taille de l'établissement, les effectifs élèves, des établissements dits d'excellence, ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc, une école primaire de moins de 200 élèves, donc 3 classes, à 600 000 francs l'année. 600 000 francs. Si l'école primaire dépasse 200 élèves, 202, 203, alors on multiplie l'effectif de l'école par 3 000. Et ça lui fait le montant. Je vous donne un exemple. Un établissement comme le groupe scolaire régional, qui a plus de 4 000 élèves, on multiplie 3 000 par 4 000 élèves. Sur la base de l'effectif de 2019. Oui. Parce que j'ai reçu des courriers de chefs d'établissement réclamant l'écart de 2022. Leur effectif cette année, c'est tel nom et le budget qu'ils ont eu. On parlera de rallonge du budget. Voilà, rallonge budgétaire. Pas le cas pour l'instant. Ça, c'est au niveau du primaire. Au niveau du secondaire, les établissements à base 2, donc les collèges de proximité, qui ont moins de 1200 élèves, ont 6 millions. 6 millions. Lorsque vous dépassez 1200 élèves, alors on multiplie le nombre d'élèves de l'établissement par 5000. Voilà comment... Sur les 12 000 COJES. Sur les 12 000 c'est comme ça que le travail a été réparti. C'est comme ça qu'on a fait par région. Par région, nous tournons autour de 180, 200 millions à 400 millions dans certaines localités par région. Et voilà la façon qu'on a procédé pour octroyer ce qu'on appelle la cartographie pour répartir les 18 milliards qui ont été mis à la disposition. Est-ce que tous les COJES ont eu? Même il y a des COJES qui n'ont pas pu recevoir leur fonds depuis la lettre d'avance pour la simple raison du compte, du numéro de compte. Oui. C'est pas la... pas de numéro de compte. Oui, mais vous savez, la décision qui a été prise avant cette décision, il n'y avait que 3 000 bureaux COJES subventionnés dans le primaire. 3 000. Et lorsque l'État a décidé donc de donner les 18 milliards, il y a eu la généralisation. Et ces comités de gestion avaient leurs comptes dans les comptes d'épargne et de crédit, qui n'ont pas les mêmes caractéristiques des comptes. Et donc, lorsque on était passé donc, à la généralisation du préscolaire au primaire et au secondaire, il fallait donc, selon donc, le PR général
de l'enseignement du ministère de l'économie et des finances un compte de 24 caractères. Le compte RIB. Le RIB devrait donc comporter 24 caractères. Le trésor public. Voilà, donc pour le trésor public. Et il fallait répercuter cela. Certains COJES n'ont pas eu à ouvrir leur compte, mais leur fonds est disponible. Dès que le compte nous est communiqué, nous allons donc transférer ce fonds. Mais comment l'école est gérée au quotidien alors? Parce que là, on parle de blocage administratif, de paperasse, mais au quotidien, l'école concernée par ce COJES qui n'a pas pu avoir accès au fonds, ça veut dire qu'il n'y aura pas de porte, les latrines seront dans un... Mais c'est pourquoi le COJES, il n'y a pas que le bureau exécutif. Il y a des organes. C'est pourquoi je vous ai dit, si chacun des maillons de la chaîne jouait vraiment leur rôle, il y a des choses qu'on peut combler. Il faut que les gens retiennent que le budget qui arrive, c'est le budget de l'État, qu'il ne doit pas être utilisé comme les cotisations qui sont levées ici, où chacun prend pour faire ce que ça obéit à un certain nombre de critères. Mais est-ce que ça ne fera pas doublon? Parce que les collectivités locales... Non, puisque le montant, quand ça arrive, ils sont informés. Nous avons donc transmis au niveau donc de ces collectivités, ils ont les fonds. Puisque dès que les fonds arrivent, qu'est-ce qu'ils font? Ils convoquent l'Assemblée générale. Son utilisation. À la rentrée, il y a l'Assemblée générale de rentrée pour dire l'argent est venu, on fait quoi avec? Ça se passe entre le maire, l'administration de l'établissement et les parents d'élèves qui se retrouvent en Assemblée générale. Si ça, ce n'est pas fait, si vous utilisez de l'argent, vous êtes en faute. D'accord. Pour un souci de compréhension, le montant qui est donc alloué à l'établissement dépend du nombre d'élèves multiplié par 5 000 ou 3 000. Ça ne dépend pas du montant des dépenses à effectuer pour remettre l'établissement en bon état de marche. Alors là encore, sur cette question, mais les COJES ne sont pas là pour financer toutes les activités. Voilà. Le ministère de l'Éducation nationale a ses structures, l'inspection, les directions régionales, l'école, et il y a un fonds qui est alloué. Mais je vous dis que c'est les 3 000, 5 000 de levée de cotisations exceptionnelles qui sont pris en charge. Ça ne règle pas tous les problèmes de l'établissement. Je vous donne un exemple. Pour la rentrée, il y a l'inscription en ligne. Les 6 000 francs. Il y a une répartition qui permet de faire face à certaines dépenses dans le secondaire. Donc, c'est cet argent, l'ensemble des fonds disponibles dans l'établissement qui doit faire l'objet d'analyse et de gestion rigoureuse. Donc, comme vous le dites, on a le sentiment que les fonds COJES viennent remplacer toutes les dépenses. Non, c'est pas ça. Il faut que les gens comprennent qu'il y a le budget de l'État, que l'État alloue à chaque structure. Et lorsque on faisait les revues de cotisations, c'est quand il y a des problèmes. Le caractère exceptionnel, c'est quand il y a une exception qu'on doit lever. Malheureusement, l'exception est devenue la norme. Et c'est ça qui a été décrié et qui a été remis. Et aujourd'hui, il faut que les parents comprennent les fonds qui arrivent au sein des COJES ne viennent pas régler tous les problèmes de financement de l'éducation en Côte d'Ivoire. Je pense qu'on a bien compris. Alors, j'aimerais vous poser la question, messieurs, de savoir qu'est-ce que vous avez constaté depuis cette rentrée scolaire 2022-2023. Par rapport à tout ce qu'on a dit, on a vu qu'il y a eu énormément d'efforts fournis. Il y a eu énormément de volonté de tous les acteurs du secteur pour aller de l'avant. Mais qu'est-ce que vous avez constaté concrètement sur le terrain? Concrètement, au niveau des kits, par exemple. Les kits ne sont pas arrivés encore dans les écoles. Il y a 5 679 kits. Mais ce n'est pas encore distribué aux enfants. Et pendant ce temps, la rentrée est censée être effectuée depuis le 12. Donc les parents seront obligés de dépenser. Ça fait double emploi. Donc quand les kits vont arriver, ça va servir à quoi? Mais il faudrait qu'on distribue des kits bien avant, 1 ou 2 semaines avant la rentrée, pour que les parents puissent prendre possession pour... Je vous interromps juste pour lui poser la question. Les kits ne sont pas... Je pense que l'information qu'il donne, il y a une direction, la DAF, qui se trouve... On a fait le lancement de la distribution des kits il y a 1 mois à Djamé.
et Madame le ministre et le Premier ministre y étaient. Et à partir de ce jour, les kits sont acheminés dans les inspections directement par les opérateurs économiques. Donc, Monsieur l'inspecteur, j'ai interrogé quelle est les 20 votre sections qui sont à l'intérieur du pays. Ils m'ont dit que les kits sont On a besoin de vous écoles. comme arbitrage. Oui. Dites-nous. Bon, ce qu'on peut dire, c'est que les kits sont en train d'être distribués régulièrement. Comme vous dites, qu'est-ce qu'on a constaté régulièrement, ce qu'on peut constater, c'est que parfois, il y a des problèmes de mobilisation, des moyens de transport pour acheminer correctement ces documents-là. Mais l'inspection ne cesse chaque fois d'appeler aussi à beaucoup plus de dynamisme et d'efficacité. Mais moi, je pense que les instructions qui ont été données, qui sont que d'ici au plus tard à la mi-novembre, tous les kits soient à destination. Je pense que ces éléments vont être... Est-ce que ce n'est pas un peu tard, plus d'un mois après la rentrée scolaire? Oui, mais c'est des processus souvent lourds aussi. C'est des processus souvent lourds. Et donc, les différentes informations, les différentes enquêtes de processus qui sont menées permettent au fur et à mesure de faire un chronogramme beaucoup plus adapté pour que toutes ces défaillances que nous notons aujourd'hui ne soient que de mauvais souvenirs. Parce que ce qui est important, c'est que les ressources sont mises à disposition aussi à temps. Donc, comme les ressources sont mises à disposition à temps, il faut que les processus suivent également leur cours. Vous avez d'autres points à relever? Bon, non. C'est essentiellement ça votre préoccupation? C'était ma préoccupation. D'accord. Et puis, il y a aussi que, effectivement, dans les villages, par exemple, parce que quand on parle d'école, souvent on voit les villes, les grandes villes, mais dans les villages de fin fond, il y a des problèmes. Lesquels? Au niveau même de la rentrée scolaire, il y a des élèves qui n'ont pas de moyens, qui n'ont pas de documents. Tout ça. Ils vont à l'école, mais bon... Madame, je pense qu'il faut relativiser les choses. L'école aussi est planifiée, organisée. Quand on parle de la rentrée le 12, justement, au lycée Sainte-Marie, les élèves sont venus parce que les parents ont mis à disposition ces enfants avec ce qu'ils ont comme fourniture. Oui. Dans des villages, il y a des parents qui attendent qu'on dise le prix du cacao. C'est ça. Avant de faire venir leur enfant. Voilà. Ça ne dépend pas de l'État. Oui, mais les enseignants sont dans les classes, dans les écoles. Et moi, je peux dire que nous sommes à l'évaluation à près de 80% de taux de remplissage des écoles. Donc, il y a des aléas qui viennent qui ne sont pas imputables à l'État. L'État, chaque année, l'État annonce, en même temps que l'État annonce la fin de l'année, et il annonce le début de la rentrée prochaine. Il appartient à chaque acteur, et je pense que c'est le rôle que les parents d'élèves et les comités de jeunes doivent jouer auprès de leurs pairs pour apprêter les enfants. Alors, le phénomène de dire que les enfants n'ont pas de moyens, mais le premier trimestre, pratiquement, j'appelle ça, nous tous on a enseigné, les 2 premières semaines, le premier mois, c'est des révisions. Un enfant a besoin seulement d'un cahier pour être en classe et commencer les cours. Et pour rentrer en vitesse de croisière à partir donc de la mi-novembre, comme l'a indiqué monsieur l'inspecteur général. Donc, quand on annonce l'école, il faut que tout le monde soit dans le dispositif de la reprise. Et parents d'élèves, pour se préparer, il ne faut pas attendre. Et je pense que c'est pour aider à régler ça que l'État donne des kits pour que les enfants n'attendent pas. Les kits sont en train d'être donnés et il faut le reconnaître. Non, je reconnais, mais ça n'arrive pas. Ce n'est pas arrivé. Oui, sur la question des titres, je voulais dire un mot. Et là, je vais mettre un bémol, un gros bémol, par rapport à ce que nos responsables de l'éducation ici disent. Je pense que ce n'est pas la première fois qu'on distribue les titres dans ce pays. Ça fait plus de 15-20 ans que les titres sont donnés en Côte d'Ivoire. Le ministère de l'Éducation devrait être quand même rodé aujourd'hui et être en mesure de faire en sorte que... Ça acheminé à temps. On ouvre les cours, que les titres soient disponibles. Tout à fait. C'est difficilement compréhensible qu'à l'heure d'Internet, on rentre le 12 et qu'on aille jusqu'au 15 novembre pour pouvoir avoir les titres. Ça, il faut qu'au niveau du ministère, un effort soit fait et que tout ce qui n'a pas fonctionné soit immédiatement adressé et que
cela soit mis en œuvre. Parce que quand en 2015, de 2015 jusqu'à maintenant, c'est fait, et qu'en 2022, on a cette difficulté-là, ça veut dire que quelque part, la machine n'a pas bien fonctionné. Et là, au niveau du ministère, il y a un effort aussi à faire pour que les titres soient disponibles à temps. Alors, ce que j'aimerais vous poser comme question... Et je pense que, monsieur le maire, c'est vous qui jouez le relais. Et je pense que dans les discussions, dans les débats, c'est le lieu vraiment de prendre en charge. Quand je dis en charge, ce n'est pas forcément financier. Si des kids sont arrivés à l'inspection et que ça traîne pour des questions qu'on a indiquées, et que le problème, c'est la communication. Il faut qu'on communique entre nous pour que chaque acteur s'apprête à aider à faire avancer les choses. Je pense que on va en parler. On va en parler. J'aimerais qu'on puisse maintenant parler des sanctions. On a vu tous les efforts qui sont fournis de part et d'autre pour que l'éducation nationale, avec tout ce que cela englobe, aille de l'avant. Mais malheureusement, il y a des brebis galeuses à tous les niveaux de l'administration, de la hiérarchie, enfin même partout. Et à ce niveau-là, d'abord, quel a été votre constat depuis cette rentrée scolaire? Quels sont les dysfonctionnements criards dont vous pouvez nous parler? Et puis, quelles ont été les sanctions qui ont été prises? OK. Alors, les dysfonctionnements, les premiers éléments qu'on observe, c'est les tentatives à faire survivre les anciens comportements. C'est-à-dire qu'alors que l'État met à disposition les ressources, il se trouve des acteurs pour tenter de prélever des cotisations. Par exemple, dans les réunions de supervision de la rentrée scolaire, lorsque les collègues sont partis sur le terrain, ont remarqué ces mouvements-là, ils y sont allés une ou deux autres fois encore pour décourager ce type de comportement. Mais on a aussi noté d'autres faits beaucoup plus récurrents qui ont fait l'objet donc, de la commission de discipline. Et de ce point de vue-là, un certain nombre d'acteurs ont été clairement sanctionnés. Ils ont été clairement sanctionnés. Il est vrai qu'on est sur un plateau de télévision, qu'on ne va pas faire vraiment de révélation, parce qu'on a le devoir aussi de protéger les... Mais dans quelle proportion? Ce sont des cas isolés? Je pense que pour l'instant, on est dans des cas isolés parce que le phénomène lui-même, en termes de relevé de situation, ne peut pas être épuisé à cette heure-là. La rentrée n'a commencé que le 12. Mais ces cas isolés-là ont fait vraiment l'objet d'un traitement diligent et exemplaire pour décourager vraiment ceux qui seraient encore tentés de s'engager dans ces voies qu'on ne souhaite pas. Et je pense... J'ai saisi l'occasion d'ailleurs pour le dire, puisque tout à l'heure on parlait de contrôle. Quand on parle de contrôle, il y a le niveau de la pertinence, parce que toutes les ressources qui sont mises à disposition doivent être utilisées pour traiter les problèmes qui ont été listés. Ça, c'est un premier niveau. Deuxième niveau, il y a la régularité. Est-ce que les ressources ont été perçues dans des conditions de régularité? Est-ce que les documents comptables sont tenus? On a parlé de banque. Est-ce que le compte, le mouvement de retrait, est-ce que ça correspond à un besoin? Et puis, est-ce qu'on peut vérifier ce besoin? Donc, c'est ce que tous les acteurs, depuis les acteurs en DREN, les conseillers COGES, depuis les responsables même des DREN, depuis les membres des directions centrales, notamment la DAPS COGES, et les équipes de l'inspection générale s'emploient à vérifier tout ça et à faire en sorte que vraiment l'exemple soit de mise. Très bien. Alors, nous sommes quasiment au terme de notre entretien. Je vais demander un dernier tour de table. Donc, c'est peut-être formulé en question ou bien en interrogation, enfin. Mais ça va être également votre mot de fin. Voilà, je voulais dire que effectivement, il faut qu'il y ait un contrôle et qu'on fasse disparaître l'impunité. Il y a des velléités. Et vraiment, il y a des acteurs cachés dans l'ombre, tapis dans l'ombre, qui agissent contre les vraies décisions qui peuvent permettre à l'école d'avancer. Il faut qu'on soit vigilant par rapport à cela. Par exemple, il nous parvient de façon récurrente que les fonds alloués au COGES, par exemple, ceux qui sont dans les écoles, qui doivent percevoir ce montant pour travailler, n'arrivent pas à l'avoir. Parce qu'il y a toute une chaîne. Vous comprenez? Et ça persiste jusqu'à aujourd'hui? Eh bien sûr. Et donc, lorsque l'argent arrive, bon, on ne peut plus rien faire, c'est fini. Ça nous parvient. Donc, nous allons commencer maintenant à mener des enquêtes. Et si on appréhende quelqu'un, ben, on le dirigera vers qui de droit. Et donc, pour moi, il faudrait que chacun joue sa partition.
que les parents jouent leur rôle, que les élèves apprennent, que l'administration joue pleinement son rôle, du gardien, du gendarme et tout, que les administrateurs, les maires, les conseillers régionaux et tout ça jouent pleinement leur rôle, qu'ils ne jouent pas. Ils ne jouent pas. Ça, je fais le plaidoyer. Il faut qu'ils jouent leur rôle. Heureusement que vous avez invité M. Assalé, qui est un modèle en Côte d'Ivoire. Et ça, je le salue, il est tout jeune. Et c'est une très bonne chose. Il faudrait que les autres lui emboîtent le pas pour que l'école fonctionne. Parce qu'on ne peut pas regarder l'État, c'est qui? L'État, c'est tout le monde. L'argent qu'on met à la disposition de l'école, ce sont les contribuables qui les mettent. Merci. Et donc, il faudra que chacun, ceux qui reçoivent cet argent-là, il faut qu'ils le mettent à la disposition et réellement de la population. Très bien. Monsieur, allez-y, pour votre mot de fin. Je pense que les inscriptions vont exploser. Hein. Je pense que, les heures à venir. Je pense que ce qu'il faut dire, c'est qu'on vient de faire un atelier à Jacquesville, avant la rentrée, où nous avons essayé de réécrire un peu les manuels de procédure des COJES pour simplifier toute la procédure et de faire en sorte qu'il y ait une vraie traçabilité dans l'utilisation des ressources. Tant que c'était des dépenses, c'était des cotisations payées par les parents d'élèves, c'était de l'argent qui appartenait aux parents d'élèves. Maintenant, c'est de l'argent public. Donc, cet argent obéit à un certain nombre de procédures qu'il faut respecter. Et donc, toute la chaîne doit fonctionner. Les élus, les dirigeants d'école, les parents d'élèves, il faut que l'information passe. Parce que c'est les premiers gendarmes, c'est les parents d'élèves. Quand vous allez dans une école, une chose que vous avez apprise qu'elle ne doit pas se faire, que tu fais, vous devez saisir l'autorité qui est dans la ville pour qu'elle puisse proprement réagir. Et donc, je voulais terminer pour dire et rassurer aussi les dirigeants d'école qui disent que, certains proviseurs qui disent que les parents d'école sont tout puissants maintenant, ils ont beaucoup d'argent et ils sont obligés de faire pratiquement la courbette auprès de ces présidents-là pour avoir de l'argent pour acheter des rames. Je veux dire que les nouvelles procédures vont vraiment clarifier les choses et chacun va jouer son rôle. Puisque les fonds maintenant sont logés au Trésor, leur décaissement doit obéir à ce que l'Assemblée générale a clairement défini et qui doit participer au décaissement. Pour finir, je veux dire que l'école est un bien public. Et un pays ne se développe pas quand il n'a pas une vision claire sur l'éducation. Si dans 20 ans, on veut être un pays extrêmement développé, on doit se dire quelle est l'école qu'on doit mettre en place pour faire ces 20 ans-là. Et quels sont les acteurs qui doivent jouer ce rôle-là pour que l'école joue le rôle d'accompagnement du développement. Et donc l'État fait des efforts et toute la chaîne aussi doit faire ces efforts. Et donc nous pensons qu'il faut que s'il y a décentralisation, s'il y a transfert de compétences, il faut qu'il y ait un espace sur les papiers et que par derrière, les ressources qui doivent accompagner ces transferts-là viennent pour que les élus jouent leur rôle. Les collègues se plaignent parce qu'ils n'ont pas de ressources. Mais ensemble, on peut travailler pour que l'école avance. D'accord. Alors, Dr David Kouadio Kwame, le dernier mot de fin vous revient. Oui, je voudrais d'abord indiquer que les procédures de passage devant le conseil de discipline obéissent à une saisine. C'est-à-dire que les gens pensent que tel acteur est contre tel autre, mais ce sont les communautés, ce sont les populations qui saisissent. Et l'arrêté 092 dit, si un citoyen se rend compte que telle situation n'a pas été appliquée, preuve à l'appui, il va dans le commissariat ou bien dans la mairie le plus proche, où il saisit les autorités judiciaires, et ainsi de suite. Donc, tout est balisé. Il ne faut pas que les gens parlent comme ça dans le vent sans s'appuyer sur quelque chose. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est que la gestion des COJES a changé. La gestion a changé. Hier, c'est les cotisations des parents. On ne peut pas contrôler. Cette fois-ci, l'État sait combien il met à la disposition des acteurs. Et l'argent va maintenant chez le président du bureau COJES. Si demain il y a contrôle, c'est le président du bureau COJES qui est concerné. Les autres intermédiaires ne sont pas concernés. Donc, la gestion de ces fonds doit faire l'objet de respect scrupuleux des dispositions en vigueur. Troisième chose, vous allez peut-être conclure avec, oui. Au terme. Vous allez conclure avec le troisième point. Oui, le troisième point, c'est un manuel de procédure va être soumis à l'appréciation des différentes entités, des différentes fêtières. Nous allons rencontrer les collectivités et leur dire leur point de vue sur ce manuel. Et nous souhaitons franchement que des gens se libèrent pour permettre un meilleur fonctionnement. Parce que l'objectif commun, c'est la réussite de nos enfants. Un enfant qui est dans une école, c'est pour réussir et non l'échec.
Donc nous souhaitons vivement que chacun fasse tout pour que l'école de la réussite soit de mise dans notre pays. Je vous remercie, Dr David Kwadjo Kwame, je le rappelle, directeur COGES, c'est comme ça que nous on dit en abrégeant. Monsieur Antoine Assalé Timoko, merci d'avoir été là, journaliste et député maire de Tiasalé. Monsieur Aka Claude, merci également pour la pertinence de vos questions. Président de l'association d'organisation de parents d'élèves, et merci monsieur l'inspecteur général de l'éducation nationale, monsieur Goli Lazare. Nous sommes au terme donc de cette émission. Merci de nous avoir suivis et nous pensons que vous voyez beaucoup plus clair en ce qui concerne la gestion COGES. Bonsoir. Okay.